Ouais, voilà, ça y est, j'ai eu le petit bip d'enregistrement. Alors, oui, donc on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, on va continuer un petit peu dans ce système, dans ces ensembles de particules. Donc, ça va être un petit peu je dirais, le dernier cours. On va utiliser la classe qu'on avait définie au tout premier cours, enfin même au deuxième cours, la classe qui nous permettait de gérer un modèle de billes, donc avec X, Y, des propriétés de vitesse. Et on a vu donc une classe, ça permettait de définir un objet comme ça qu'on va pouvoir dupliquer. Donc on va pouvoir dupliquer les propriétés. Alors excusez-moi, j'ai un appel important. J'envoie juste un texto. Excusez-moi. Voilà, et donc là, on va réutiliser aujourd'hui ce modèle de bille en utilisant donc ce que je voulais faire la semaine dernière, et puis finalement, on a pris pas mal de temps sur la notion de flow field, et donc on va revoir ça, donc on va revoir un petit peu ce qu'on a vu la semaine précédente. Donc j'ai corrigé le sketch pour ajouter la notion justement de vecteur et de flèche, ce que j'avais pas forcément mis et ce qui n'était pas très très clair la semaine dernière. Donc ici, voilà, je pense que c'est celui que j'ai corrigé. Je me souviens plus celui que j'ai corrigé. J'en ai corrigé un hier. Ça doit être peut-être celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Euh, alors, lequel j'ai corrigé? Donc, je vais vous remontrer avec les flèches. Alors, date added, field time. Ouais, ça doit être celui-ci, je pense. Ouais, voilà. Donc, c'est le sketch, voilà. C'était ce sketch-là, et c'est vrai qu'il manquait cette information de direction qui est important, hein. Donc, vous vous souvenez, on avait un tableau de particules qu'on lançait comme ça dans un champ de vecteurs. Et ces vecteurs-là, l'orientation allait varier donc en fonction du temps et en fonction d'une fonction qu'on appelle le noise. Donc, c'est Perlin noise qu'on avait vu l'an passé. Et donc, qu'est-ce qu'on allait faire? En fait, on allait, plutôt que d'assigner une valeur linéaire à notre vitesse, hein, donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans les premiers sketchs, c'est-à-dire avoir une vitesse, donc une particule qui va en ligne droite en fonction d'une vitesse en X et en Y. Et bien là, on allait positionner donc la composante vitesse en X et vitesse en Y de notre particule en fonction donc de la direction de cette flèche, hein. Donc, ce qui fait qu'on avait des particules comme ça qui semblaient un peu naviguer de manière un peu voilà, comme si on lâchait comme ça un ballon sur l'eau et qui allait comme ça naviguer sur les différents, voilà, sur ce différent, en tout cas sur les différentes champs de vecteurs. Donc là, voilà, j'ai rajouté les flèches. Donc, si vous voulez, je vous le passe dans le chat. Ah, et vous pouvez regarder, et donc c'est ce qui manquait la semaine dernière, voilà, pour bien comprendre, hein, qu'il y a, on va dire, pour un champ comme ça d'un flow field, il y a vraiment un point d'application et il y a une direction. Donc là, on voit bien, si on essaie de suivre une particule qui ne va pas trop vite, on voit que sa position change en fonction de la vitesse qui est directement paramétrée par les flèches. Donc aujourd'hui, on va voir autre chose. On va voir comment on va pouvoir appliquer une force à une particule. D'accord? Donc on va reprendre un petit peu ce modèle de particule, donc notre classe particule. On va créer un ensemble de particules. Et pour chaque particule, en fait, on va appliquer une force. Donc ça, on va voir comment on va pouvoir
ajouter à notre classe, donc à notre modèle de particules, on va lui rajouter donc cette notion de masse et on va rajouter aussi cette notion d'accélération. Donc, il va être important et on va combiner tout ça pour produire du mouvement, c'est-à-dire mettre en mouvement des particules qui vont avoir cette capacité d'accélérer et d'accélérer en fonction d'une force. Donc, on va gérer tout ça à l'intérieur d'un sketch. Je vais vous expliquer. Donc, on va faire ça de manière pas à pas. Et on va appliquer une loi fondamentale de la physique qui qui a été énoncée par Newton je ne vais pas dire de bêtises, au XVIIIe siècle, au XVIIe ou XVIIIe siècle, et qui relie ces deux notions. Donc, la masse, enfin, pardon, non, la force appliquée à un objet qui a une certaine masse. Donc, appliquer une force à un objet, ça va être modifier son accélération. Donc ça, on peut le comprendre un petit peu intuitivement. Si, par exemple, on a un objet sur une table, et si on lui applique une force, eh bien, en fait, on va le mettre en mouvement. Donc, si on fait abstraction des frottements et des choses comme ça, eh bien, voilà, le fait d'appliquer une force va imprimer ou va modifier, en tout cas, le mouvement de notre mobile. Donc, c'est tout ça qu'on va exploiter aujourd'hui. Et en fin de séance, on verra aussi, bien dans cette continuité justement de force, d'objets, de particules, je vais vous présenter la librairie Matter.js. Donc Matter.js, elle fait partie de ces librairies. Tiens, je peux vous montrer. De ces librairies qui s'appellent Rigid Body Simulation. Ça permet en fait de simuler grosso modo des objets qui sont placés dans un contexte. On va leur donner une masse, on va leur donner une surface, donc une forme, et on va pouvoir animer ces objets comme si finalement ils étaient dotés de propriétés physiques. D'accord? Donc on va utiliser ça un petit peu dans la continuité de ce qu'on aura vu avec les particules, etc. Et cette fois-ci, on va utiliser une librairie externe. D'accord? Donc on verra, là j'ai préparé un exemple relativement simple. On verra comment on peut générer comme ça des particules ou des billes qui ont une surface et qui vont pouvoir entrer en collision les unes avec les autres. D'accord? Donc j'ai volontairement simplifié un petit peu l'accès à l'interface de programmation, qui est un petit peu complexe, mais ça va revenir un petit peu à ce qu'on fait, c'est-à-dire créer des objets qui ont une masse, des positions initiales, et puis donc Matter.js, cette librairie, va s'occuper de nous calculer toutes les évolutions temporelles de ces différents objets. Donc vous voyez, on peut créer des ressorts, on peut créer des objets de différentes formes. Donc c'est assez intéressant et assez presque intuitif cette librairie. Donc elle fait partie des librairies voilà qu'on appelle Physics Engine et vous connaissez peut-être donc il y en a une librairie qui avait été beaucoup utilisée, qui a été utilisée notamment dans le jeu Angry Birds qui s'appelle Box 2D. Voilà. Donc Angry Birds a été un jeu qui a eu du succès et qui a utilisé notamment cette librairie Box 2D qui est l'équivalent de Matter.js. D'accord, donc je vois que Box 2D n'existe plus, peut-être ici. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a il n'y a pas trop d'images sur celle-ci. Voilà, donc là, celle qu'on va utiliser, celle-ci, est spécifiquement dédiée au JavaScript, donc faite pour le navigateur. OK? Alors, j'ai prévu un sketch sur lequel on va pouvoir travailler et qui reprend essentiellement les composants qu'on a utilisés la semaine dernière, à savoir une classe particule, une classe qui nous permet de gérer comme ça le temps, qui nous permet notamment de calculer le delta t entre deux dessins successifs, ce qui va nous permettre de raisonner, donc d'avoir des vitesses et des accélérations qui sont avec des dimensions en secondes. Et donc, je vais vous passer l'adresse, enfin le sketch, donc c'est Force Template. Voilà. Donc c'est celui-ci. Donc il y a pas mal de commentaires dans le code. Je vais agrandir ici mon espace de travail.
Hop, voilà. Et donc, je vous passe l'adresse. Voilà. Vous pouvez toujours pareil hein, sur le process. Vous allez sur ce sketch en étant connecté donc sur votre compte P5JS et vous allez le dupliquer, d'accord? Donc pour faire les modifications sur votre sketch, donc pas sur le mien. Donc ben, on revient avec cette donc c'est strictement la même structure que la semaine dernière. Ah oui, alors j'ai laissé cette classe B ici. Bon, elle est plus nécessaire, mais on a la classe donc particle hein, qui permet de gérer comme ça donc un modèle de bille. Donc Sketch.js qui comprend bah, toujours pareil donc le setup, le draw. On va avoir ici un tableau de particules. Donc ce tableau-là, je l'ai appelé P. Donc je vous rappelle, hein, un tableau, c'est une structure, c'est une variable, c'est une structure qui va permettre de gérer une collection d'objets et chacun de ces objets va avoir un index en fait. Hein. Donc par exemple, si on a un tableau dont la taille est 100, eh bien, on va pouvoir gérer des objets qui ont un index de 0 jusqu'à 99. Donc ça nous permet simplement, à travers une seule variable, de gérer une collection d'objets via cette écriture ici. Donc P crochet 0, ça va nous donner accès au premier objet qui est stocké dans mon tableau, P crochet 1 au deuxième objet, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez qu'on revoie des choses, vous me dites parce que voilà, typiquement les tableaux, on va les réutiliser quasi maintenant systématiquement, en tout cas pour ce TD, puis pour le TD suivant avec matter.js. Ok. Donc on repart un petit peu de ça. Donc vous pouvez ici vous pouvez l'effacer, il ne nous sert plus je pense. Alors, j'espère que je ne l'ai pas oublié dans. Ah si, mince. Ah. Attendez, je corrige, pardon. Je corrige le. J'avais oublié d'enlever les références. Je corrige le sketch et puis Voilà, vous pouvez le redupliquer. Voilà, donc ça doit être bon. Je lance. Non, j'ai pas essayé ça. Timer is not defined. Alors, excusez-moi, j'avais pas essayé ça. J'ai enlevé pas mal de code hier soir et j'ai pas essayé. Alors, ligne 20. Ah oui, puis il faut que j'inclue ça. Donc, vous pouvez revenir sur l'adresse après et voilà et redupliquer. Donc là, ça doit fonctionner. Voilà. Ok. Donc là, ça doit être bon. Donc vous pouvez recharger l'adresse que je vous ai passée et le redupliquer. Et normalement, voilà, si vous faites un test avec run, ça doit fonctionner. Voilà. Donc, si je reviens dans mon sketch ici, voilà, hein, donc toujours cette structure hein, de déclaration de variables ici, de setup et de draw avec une création donc de l'objet timer ici qui va nous permettre de mesurer le temps. D'accord? Donc ça, on va le récupérer après quand on en aura besoin pour la mise à jour des particules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être la première opération qu'on va faire, ça va être ici on va mettre qu'une particule pour l'instant dans notre objet système de particules. Comme ça va nous permettre voilà, de voir ce qui se passe au niveau d'une seule particule et de ne pas être perturbé par une centaine de particules. Donc là, on va mettre NB underscore P qui correspond au nombre de particules qu'on veut à 1. OK. Donc ici, on a le draw, background 220. OK, donc ça dessine le fond. Ici, on va avoir la mise à jour. Donc je vais expliquer un petit peu après ce qu'on va faire. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme la semaine dernière, donc une fois qu'on a mis à jour les particules, eh bien, on va reprendre cette boucle. Donc vous pouvez dupliquer. Et c'est vrai que j'aurais pu la mettre. Et on va dessin des particules. D'accord? Donc ça, je vous avais expliqué la semaine dernière, en fait, c'est un principe
qui est assez un petit peu universel quand on commence à faire de la simulation. C'est-à-dire on va avoir un ensemble d'objets comme ça qui vont contenir des paramètres, donc paramètres de position, vitesse, accélération. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant de les dessiner, ben, on va mettre à jour tous ces paramètres, donc de tous les objets qu'on gère. Puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, on passe au dessin. D'accord? Donc c'est pour ça que là, on sépare en deux boucles distinctes. Une boucle distincte, une première boucle ici qui va nous permettre de faire la mise à jour des particules. Donc on va calculer les positions, les vitesses, les accélérations, etc. Et une deuxième boucle, donc vous pouvez carrément prendre, copier-coller le code ici. Et ici, voilà, on va dessiner les particules. Donc c'est exactement la même boucle, sauf qu'on scinde en deux, donc à la fois la mise à jour et le dessin. Et donc là, bien, on va dessiner donc, nos particules. Donc on va faire P crochet de I, hein, donc, et on va appeler le draw. D'accord, pour l'instant. Ça, c'est une fonction draw qui est définie dans la classe particle. D'accord? Voilà, qui va interpréter en fait qui va interpréter, en tout cas qui va prendre les positions de la particule et utiliser donc ces informations de position pour se dessiner. Voilà. Donc ça devrait, voilà, vous devriez avoir qu'une particule pour l'instant. Donc on peut tester, hein, vous pouvez vite fait tester. Si on en met 100, voilà, donc on a 100 particules qui se dessinent. Donc ça fonctionne, pas de problème. Donc là, la répartition se faisait, vous vous souvenez, sur, voilà, sur une ligne qui était au centre de notre canvas, hein. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'initialisation des particules. Donc ça se fait ici dans le constructeur. D'accord? Donc la position X de notre particule est sélectionnée au hasard entre une valeur 0 et la largeur de mon canvas. Et le Y, on le positionne à la hauteur divisée par 2. Donc c'est bien, on a bien ces particules là qui se répartissent quand on en met 100 sur cette ligne horizontale. OK? Alors, donc ça c'est pas mal. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va revenir dans Sketch.js et ici, on va hop, appeler, donc, comme on avait fait la semaine dernière, le mise à jour donc, de nos particules. D'accord? Donc ça, on avait fait ça, on avait appelé la fonction update et on avait passé un paramètre qui s'appelait dt. D'accord? Donc ça, je sais pas. Pareil, donc ça, update, c'est une fonction qui est définie à l'intérieur de la classe particule et qui va mettre à jour donc la position en fonction de la vitesse. Donc ça, c'était en gros, on disait, ben, on prend la position actuelle, on lui rajoute la vitesse et ça nous donne notre position mise à jour. Donc ça, pareil, on regarde dans Particle.js, on a bien cette fonction update qui existe et qui prend en paramètre donc cette quantité dt. Alors pour l'instant, dt, on l'a défini nulle part. Il va falloir qu'on le définisse. Donc je vais aller voir ici. Voilà, vous voyez, update dt. Donc ça, je vais aller ici, hop, calculer dt et on va le positionner ici. Donc juste après le background, on va ici calculer dt. Donc on va dire dt, créer ce qu'on appelle une variable locale. C'est une variable qui nous sert que dans le draw. Elle ne sert pas dans le setup ou elle ne sert pas non plus dans les gestionnaires d'événements. Et ça, on va demander à notre objet time de le calculer. Je ne me souviens plus exactement. Voilà, c'est delta. Donc time delta. Donc ça, en gros, il va nous fournir en secondes le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le dernier appel à draw. D'accord? Donc, comme on dessine à peu près 60 images par seconde, eh bien, le temps qui s'est écoulé, c'est à peu près 1/60 de seconde. OK? Lisa, ça va? Ouais, je te vois. Oui, Donc si, si, là, ça on va. va. Ouais, ça va? Bon. Alors, hop. Alors, j'ai une erreur.
Qu'est-ce qui se passe? Vitesse is not defined. Alors mince. Line 21. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça doit être dans Particle. Oui, en effet, vitesse n'est pas définie. Oui, 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 j'ai repris le code. Alors, vous allez aller, pardon, donc j'ai repris le code, je ne l'ai pas testé hier. Vous allez aller dans, pardon, dans Particle, ici, et à la ligne 16 et 17, on va mettre en commentaire. Alors, comment on va faire? Oui, on va mettre en commentaire pour l'instant ces deux lignes-là. Vous allez mettre en commentaire la ligne 16 et 17. Ça, j'avais repris un peu trop rapidement le code en fait qui me servait pour le flow field, mais qui va être un petit peu différent pour l'instant. Okay. Donc ça, vous mettez en commentaire. On va pas forcément s'en servir. Je réfléchis, non, on va pas forcément s'en servir pour l'instant. Donc là, normalement, ça devrait refonctionner. D'accord? Donc, vous mettez en commentaire, voilà, les deux lignes ici, 16 et 17, donc dans le fichier particle.js. Et normalement, donc si vous lancez le sketch ici, eh bien, tout doit fonctionner. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Notre particule, ben, elle est immobile pour l'instant. Pourquoi elle est immobile? Ben, parce que on l'a initialisée ici avec une vitesse donc, qui vaut 0, un x et un y, et que ben, voilà, donc la position, ben, on lui rajoute une quantité qui vaut 0 en fonction en fonction du temps. D'accord? Donc, elle est immobile. Et on va maintenant essayer de la mettre en mouvement, donc par le fait de lui appliquer une force, d'accord? Et on va lui donner donc des caractéristiques qui permettent justement d'utiliser cette équation de mouvement. Alors j'avais mis ici, pardon, alors pas ici, mais ici. Voilà, donc la deuxième loi de Newton, donc c'est une loi que vous avez peut-être vue au lycée en cours de physique, mais voilà, elle dit que l'accélération subie par un corps est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit, d'accord, et inversement proportionnelle à sa masse m. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'en gros, quand vous appliquez une force ou un ensemble de forces ou plusieurs forces à un objet, eh bien, l'accélération de cet objet va être modifiée et ce, en fonction de la masse. Donc ça nous paraît assez intuitif. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, vous voulez faire bouger, j'en sais rien, un ballon qui est posé sur le sol, ben, vous allez appliquer une force et cette force va être relativement faible. Par contre, si vous voulez faire bouger une boule de billard, eh bien, voilà, il va falloir appliquer une force un peu plus poussée. D'accord? Donc ça, cette force-là, pour modifier l'accélération d'un ballon de baudruche ou d'une boule de bowling, eh ben, en fait, ça va dépendre vraiment de la masse. D'accord? Donc, pour qu'elles obtiennent la même accélération, eh bien, il va falloir appliquer une force d'autant plus forte que la masse est importante. D'accord? Donc, c'est tout ça qu'on va traduire, nous, dans notre système. On va être capable, en fait, sur notre particule, de lui appliquer une force qui va modifier en fait son accélération et cette accélération va dépendre de la masse. D'accord? Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va modéliser ou on va rajouter des options à notre système, à notre particule pour qu'elle puisse gérer cette masse et gérer cette accélération. D'accord? Donc, on va y aller. On va aller dans ici. Dans notre classe, c'est particules. Et on va rajouter ici, eh bien, alors ça, on va pouvoir enlever, vous pouvez enlever cette ligne-là, la ligne 11, on va la modifier. Et on va rajouter ici, donc, trois choses. On va d'abord rajouter la masse de la particule, donc on va l'appeler, allez, masse. Et on va l'initialiser donc à une valeur, j'en sais rien, on va l'initialiser, tiens, on va sélectionner une masse aléatoire entre
Bon, pour l'instant, on va y aller de manière empirique, hein, sans se préoccuper trop des unités. Et on va lui dire, tiens, une masse entre 3 et 8. D'accord. Idéalement, je pense qu'on pourrait dire que c'est entre 3 kg et 8 kg. D'accord. Bon, c'est pas exactement parce qu'on va pas raisonner en mètres et sur les distances, mais bon, on peut se dire ça. Ok, on va rajouter donc deux paramètres donc, qui vont être l'accélération AX, on va positionner à 0, et AY. Donc ça va représenter AX, l'accélération sur l'axe des X. Donc l'accélération, ça va être la capacité, en fait, ça va être une quantité qui va venir modifier la vitesse. D'accord? Donc pareil, c'est assez intuitif. C'est quand vous accélérez, vous êtes en voiture sur l'autoroute à vitesse constante, vous accélérez. Et qu'est-ce que produit cette accélération? Ben, elle produit une modification au cours du temps de votre vitesse. D'accord? Donc l'accélération, en fait, c'est une quantité qu'on va, qu'on va rajouter à la vitesse qui elle-même va se rajouter à la position. D'accord? Et donc, à partir de l'accélération, eh bien, on va trouver la position qui va évoluer. D'accord? Donc, la vitesse ne va plus évoluer enfin, la vitesse ne va plus être une constante. Et on faisait évoluer nos billes en fonction donc de cette vitesse qui était constante, mais dont la direction pouvait évoluer. Okay. Donc, on a ces trois choses. Et on va en rajouter, enfin, on a ces deux choses, plutôt la masse et l'accélération. Et on va rajouter deux autres paramètres qui représentent en fait les forces que l'on va accumuler donc, sur notre objet, donc sur notre particule. Ça, ces quantités-là, donc je vais les séparer en trois comme ça. Donc ça va représenter en fait l'ensemble des forces qu'on va appliquer sur notre objet. D'accord? Donc on va accumuler tout ça, on va pouvoir appliquer plusieurs forces. Hein. On pourrait appliquer une force dans ce sens, puis une force dans ce sens, ce qui fait que, pareil, toujours intuitivement, quand on applique deux forces qui ont la même intensité mais qui sont opposées, bah, en fait, ça produit une force qui est nulle et donc notre objet ne se met pas en mouvement. Et donc, voilà. Donc ça, on va accumuler ça. Et selon le deuxième principe, donc la loi de Newton, on va relier donc cette accumulation de force à notre masse et à notre accélération, ce qui va donc produire du mouvement. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. On a déjà tout qui est mis en place. C'est déjà pas mal. Donc ça, tiens, je vais le virer. Ça ne nous sert à rien ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une méthode ici. Donc, on va rajouter une méthode qui va nous permettre d'appliquer une force à notre particule. D'accord? Donc, on va dire force, on va t'appliquer une force, par exemple, dans cette direction. Donc là, on raisonne avec plutôt des objets ponctuels, ce qui ne sera pas le cas quand on va commencer à travailler avec Matter.js. D'accord? Donc on comprend aussi intuitivement que quand on a un objet qui occupe un certain volume, ben, la force qu'on va lui appliquer, elle dépend de la position sur l'objet. Donc ce qui va mettre effectivement en mouvement, mais qui va mettre aussi, on va appliquer des mouvements de rotation si on applique une force qui est pas directement appliquée au centre de gravité. Donc ça, on va se faire une fonction ici qui va s'appeler apply force. Ça veut dire qu'on va appliquer une force à notre particule et on va lui indiquer que, eh bien, on veut appliquer une force selon la direction, donc Fx et Fy. Alors, je vais peut-être les noter, ouais, Fx underscore et Fy underscore pour pas les confondre. Et ça, on va l'accumuler dans Fx et Fy. D'accord? Donc, on va écrire Fx plus Fx underscore. OK? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si
par exemple, cette quantité-là vaut 0 et qu'on lui applique une force sur X, eh bien on rajoute cette quantité-là à la force qui était déjà appliquée. Donc ça, c'est simplement, on va pouvoir appliquer plusieurs forces à notre objet et accumuler l'ensemble des forces appliquées à cette particule. Pareil, ben, c'est le même raisonnement sur Y. C'est exactement pareil. Hein. Souvent, très souvent, on copie-colle la ligne qu'on a produite pour X et on la colle sur Y. Donc, c'est très souvent, on a cette symétrie de formules. OK. Donc, ça, c'est pas mal. On a déjà, voilà, on est capable d'appliquer une force. Donc, comment ça va se produire, hein? Comment ça va s'utiliser ça? Ben, quelque part ici, on va dire, alors je l'écris en commentaire parce on va l'écrire de manière plus rigoureuse, mais on va dire ben, à la particule numéro I, on applique une force, comme ça on va l'utiliser, et puis là on va calculer des quantités. Donc ça on va voir tout à l'heure comment on va calculer cette quantité. Donc en fonction justement d'un attracteur ou d'un repousseur. Donc ça on l'écrira ici. D'accord? OK, donc ça, on écrira quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que le fait d'avoir écrit cette méthode ici, apply force, nous permet de l'écrire ici sur n'importe quelle particule de notre liste. D'accord? Donc, à nous, après, de passer les bons paramètres, finalement. Donc, ça, on va voir comment on peut passer ces paramètres. Bon, c'est déjà pas mal. On a fait presque la moitié du chemin. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est une fois qu'on a ces forces, donc on imagine que ça y est, nos forces ont été appliquées sur notre particule. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, dans la mise à jour, on va utiliser donc le principe qui relie donc l'application d'un ensemble de forces à l'accélération de notre bille. Donc ça va se faire ici, et on va ici écrire donc que l'accélération ici. Eh bien, donc là, alors là, bon, voilà, je passe les détails, mais on va le relier donc à la somme des forces sur Fx et on va le diviser par la masse. D'accord? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'accélération, c'est bien ce on a énoncé tout à l'heure, dépend donc de la force qui est appliquée et est proportionnelle à l'inverse de la masse. Donc ça veut dire que pour accélérer un objet, d'une masse importante, il va falloir appliquer une force d'autant plus importante. D'accord? Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça paraît, voilà, ça paraît assez intuitif. D'accord? Donc, plus l'objet est lourd et plus pour le mettre en mouvement, ben, il faut appliquer une force importante. Donc, ben, pareil, on va appliquer cette formule ici donc, sur, sur Y. Hein. Donc, vous voyez encore une symétrie entre ce qu'on fait sur X, donc à une dimension, et puis ce qu'on fait sur Y à deux dimensions. Ok, donc ça y est, on a l'accélération qui dépend des forces qu'on a appliquées et qui dépend aussi de la masse. Donc ça, c'est Isaac Newton qui nous a raconté ça. Donc maintenant, il faut qu'on module la vitesse. Donc la vitesse, eh bien, elle va dépendre de l'accélération. D'accord? Donc cette vitesse-là, eh bien, on va la faire dépendre. Donc on va lui dire eh ben, la vitesse en x, eh bien, ça va être l'accélération, pardon, la vitesse. Donc un petit peu équivalent à ce que vous voyez sur l'équation ici de la position, et on va multiplier par dt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire, imaginez, vous êtes en voiture, vous êtes à vitesse constante, à 120 km/h, vous voulez atteindre 130 km/h, ben, vous allez accélérer. Donc, vous allez appliquer une force motrice. Et ben, pour passer de 120 à 130, ben, vous allez déployer une force qui va être d'autant plus forte que si vous êtes dans une petite voiture ou dans un camion. D'accord? Donc ça, c'est voilà, encore une fois très très intuitif. Et là, on l'écrit donc sous forme d'équation. Donc là, ça veut dire que la vitesse,
eh bien, on lui rajoute l'accélération. Donc là, simplement, par exemple, si l'accélération vaut 0, ben, la vitesse va rester constante, elle ne va pas bouger. D'accord? Et on aura notre particule qui va exactement faire ce qu'on faisait avant. Elle va continuer en ligne droite si elle avait déjà une vitesse initiale. D'accord? Par contre, si on modifie les forces qu'on lui applique, eh bien, on va modifier l'accélération, qui va modifier la vitesse, qui va modifier la position. D'accord? Donc, il y a une espèce de cascade comme ça à 3 étages qui se produit. Bon, ben, on fait pareil pour V de Y. Voilà. Donc, je remplace les X par les Y. Et on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Donc, vous voyez, là, j'ai rajouté. Alors, tiens, tant qu'on est... Ah, ben tiens, je suis bête. En fait, je l'avais ici, Apply Force. Je l'avais laissé, d'accord. Bon, vous pouvez enlever ces lignes-là. C'est exactement les mêmes lignes qu'ici. Donc là, voilà, vous pouvez enlever. Donc, excusez-moi, je pas été très, très bon là sur la préparation. Vous pouvez enlever donc ces lignes-là qui sont juste après voilà, Reset Force. Je les laisse. Voilà. Vous pouvez supprimer de la ligne 48 à la ligne 52. Voilà. Donc, vous voyez que j'avais laissé cette fonction aussi, reset force. Donc, ça, c'est parce que à chaque fois qu'on va mettre à jour en fait notre système, on va réinitialiser les forces qui lui sont appliquées. Bon, ça paraît logique. Si on veut mettre juste une petite pichenette, ben, on applique juste une force à un moment donné et c'est pas quelque chose qu'on veut faire de manière continue. Donc, vous allez voir, c'est ce qu'on va un petit peu faire dans notre sketch. Donc, OK, on a tout. On peut appliquer une force. Dans l'update, on tient compte de la force qui est appliquée et de la masse. On met à jour donc, nos vitesses en fonction de l'accélération. Donc ça, c'est très bien. Donc on va revenir ici dans Sketch. Et donc on va tester déjà si tout ça fonctionne, si on n'a pas d'erreur de syntaxe. Ah, j'ai entendu Poing. Alors, je reviens dans le chat. Il me semble que j'ai entendu un message, mais je ne le vois pas. Vous m'avez envoyé un message, non? Personne? Non, bon, j'ai entendu comme si c'était un bruit de chat. Bon, c'est pas grave. Donc, on revient là. Et donc, à chaque fois qu'on a fait des modifications un petit peu structurelles comme ça dans une classe, eh bien, on teste en fait que notre code ne produit pas d'erreur. D'accord? Donc là, vous pouvez lancer ça et normalement, toujours pareil, pour l'instant, simplement dessin d'une particule qui semble immobile et qui l'est puisque sa vitesse vaut 0. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour chaque particule, donc là, je vous ai mis ici le process un petit peu qui est valable dans tout système physique. On va d'abord, pour la particule numéro i, on va réinitialiser les forces qui lui sont appliquées. D'accord? Donc, on va appeler cette méthode-là reset force. Donc, elle remet à 0 en fait les quantités fx et fy. Donc, en disant, ben voilà, à ce moment-là, on ne sait pas si on a appliqué une force ou pas à notre particule. OK? Donc là, pareil, je teste, j'ai pas d'erreur, ça marche, ma particule est bien affichée. OK, donc là, maintenant, on rentre un petit peu dans voilà, dans le côté un peu, pas forcément complexe, mais je vais dessiner, en fait. Donc, je vais ouvrir un tableau blanc et puis je vais dessiner ce qu'on va faire. D'accord? Je vais dessiner ce qu'on va faire. Alors, tableau blanc, ouvrir. Voilà. Oui, je pense que vous pouvez suivre peut-être dans une fenêtre, je crois. Oui, voilà. OK, donc on se retrouve là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va avoir une particule. Alors, je vais la dessiner comme ça et comme ça. Voilà. Donc, on va avoir une particule qui se trouve ici quelque part sur notre canvas. Donc, je vais peut-être symboliser donc, le canvas ici. Voilà. Donc, on a cette particule-là qui a une position X et Y.
Donc, on va vouloir lui appliquer une force. Donc, comment on va lui appliquer une force? Ben, en fait, on va appliquer une force qui va dépendre de la position de la souris. C'est-à-dire, imaginez, on va avoir la souris qui est peut-être par là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut lui appliquer une force qui va venir l'attirer vers la souris. D'accord? Donc, on va appliquer une force, en fait, qui va ici dépendre. Donc, alors c'est vraiment toujours difficile de dessiner. Donc, on va avoir ici, hop, mouse X, ici, mouse Y, et donc là, on aura P crochet de, bon, pour une particule numéro I, P crochet de X et P crochet de Y. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'appliquer une force donc, qui attire cette particule vers la souris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on, dans un premier temps, on va calculer cette flèche-là. D'accord? Et cette flèche-là, ben, en fait, on va calculer ici, toujours pareil, sur l'axe des X et sur l'axe des Y. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la différence entre mouse X et la position de la souris et de la position de la particule, donc sur l'axe des X. Et on va faire la même chose sur l'axe des Y. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va appliquer donc ce vecteur-là. Donc, vous voyez que ça va être notre fx quelque part. Et ça va être notre fy. OK? Donc, vous allez voir, il va falloir qu'on module un petit peu comment dire, nos quantités parce qu'elles vont avoir tendance à très vite accélérer. Mais bon, on va déjà essayer pour voir si sur le principe, ça met en mouvement. D'accord? Donc, on va calculer ça et on va appliquer cette force donc, à notre particule. D'accord? Donc, on y va, on revient là-dedans. Et vous voyez que c'est ça qu'on va passer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va positionner plutôt des variables temporaires ici, donc des variables locales, et on va dire donc fx, pardon, je vais le mettre avant apply force évidemment. On va sortir ça du commentaire et on va dire fx égale donc ce que je disais mouse x moins donc la position de la particule, hein, p de i moins x. Okay. Donc ça représente cette quantité-là, fx, ça représente bien ça. Je prends mouse x qui est ici et je lui enlève cette quantité-là. Donc, ça me donne bien cette valeur-là, hein, dans ce sens. OK. Et bah, toujours pareil, je vais faire let fy égale mouse y moins, donc p crochet de i, mais cette fois-ci, attention, point. Ça, on a calculé donc ces deux composantes. Donc maintenant, ben, on va les appliquer à notre particule. Donc on passe fonction fx, fy, à notre fonction, pardon, apply force, fx, fy. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va accumuler dans les variables de notre particule, donc ces quantités-là. Donc on pourrait là appliquer plusieurs forces, hein. On pourrait se dire, ben, tiens, il y a un attracteur qui attire vers la souris, mais pourquoi pas notre attracteur qui serait positionné ailleurs sur l'écran. Et là, ben, on pourrait faire exactement ça. On pourrait appliquer plusieurs forces sur notre particule. D'accord? Bon, ben, on va voir ce que ça fait, ça déjà. Donc ça risque, vous allez voir, la particule risque de partir un petit peu dans tous les sens parce que ces quantités-là vont être beaucoup trop grandes, hein, en fait, pour nous. Mais on va déjà essayer, d'accord? Ou beaucoup trop petites. Donc là, vous voyez que, hop, si vous bougez la souris, et bien en fait, la particule déjà est mise en mouvement. Donc ça marche bien, notre principe. Et vous voyez que, eh bien, elle va tendance à avoir accéléré, puis hop, là, elle repasse, sa vitesse va arriver à 0, et donc on revient ici. D'accord? Donc là, vous pouvez faire des mouvements, et elle va essayer de se raccorder à votre souris. D'accord? Elle va essayer de revenir
en permanence vers la souris. Alors, donc, vous pouvez la bouger, ce qui va, à chaque fois, on va appliquer une force, donc, comme si vous aviez, j'en sais rien, une corde, en fait, et que vous aviez quelqu'un à l'autre bout, et puis vous êtes en train de courir et vous, voilà, vous appliquez cette force. D'accord? Donc là, vous voyez, elle accélère, donc je vais me calmer. Voilà. Puis là, vous voyez que, hop, elle essaye de revenir. Voilà, hop. Donc ça, c'est pas mal, déjà, comme comportement. Ça fonctionne pour tout le monde. Donc là, on part d'une particule qui est immobile, dont sa vitesse est nulle, à une particule qui se met en mouvement sous l'effet de l'application d'une force. D'accord? Et cette force dépend de la position de la souris. Donc c'est bon, vous arrivez à faire fonctionner? Faites un petit signe de tête, ça me fera plaisir. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, en général, quand on a un système de particules comme ça, eh bien, voilà, là, on en a. Donc là, vous voyez, elle accélère pas mal. Donc là, elle part, voilà, son accélération devient de plus en plus importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme tous les objets en général qu'on manipule, on va lui mettre une vitesse limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pas pouvoir aller plus vite qu'une certaine vitesse. D'accord? Donc ça, on va le rajouter après. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est simplement peut-être rajouter une centaine de particules pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc là, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on a des particules qui se mettent en mouvement et qui essayent donc de rejoindre notre souris, donc avec une accélération. Et comme on a une masse qui est différente, il y en a certaines qui sont plus légères, donc qui accélèrent plus vite. D'accord. Donc ça, c'est déjà c'est pas mal comme modèle. Donc on va l'affiner un petit peu. On va l'affiner un petit peu. Mais donc sur le principe, ça fonctionne. OK? Alors, ce que je vous indiquais, c'est qu'on va dans un premier temps limiter notre vitesse. D'accord? Donc, si vous laissez comme ça les particules, parfois, il y en a qui vont sortir un petit peu de notre fenêtre et les forces vont devenir très très grandes en fait, hein. Plus la distance est grande, donc ça aussi on va le limiter, plus la distance est grande et plus la force va être importante. Donc on va avoir des vitesses qui vont exploser parce que l'accélération va devenir très grande. D'accord. Donc ça on va le limiter et on va se rajouter ici. Donc là voilà, elles partent toutes. Ça fait comme une sorte de nuée. Donc ça, on va se rajouter un paramètre qui va s'appeler, alors on va l'appeler ici, on va se rajouter un paramètre qui s'appelle Vmax, d'accord? J'arrête les particules, elles deviennent complètement folles. Donc Vmax, en fait, on va vraiment limiter la vitesse. C'est-à-dire qu'on va dire si la vitesse dépasse une certaine valeur, eh bien la vitesse sera cette valeur, d'accord? Donc ça, on va mettre une valeur ici, je sais pas, par défaut, on va mettre, tiens, les 4. Et donc, quand on va mettre à jour ici, on va utiliser cette composante, d'accord? Donc ça, c'est ici, on va limiter notre vitesse ici, d'accord? Donc on va dire que si la vitesse en x est supérieure ou égale à Vmax, donc toujours avec le mot-clé 10, eh bien, on indique qu'on veut limiter. On va dire donc 10 Vx égale 10 Vmax. Donc ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si on a fait un calcul là qui fait que Vx dépasse la vitesse limite qu'on s'est fixée, eh bien, on dit que la vitesse, c'est cette vitesse maximale. D'accord? Et pareil, donc alors attention, il faut considérer le cas où Vx peut être négatif. D'accord? Donc on va indiquer, donc si Vx est inférieur
à moins 10 Vmax. Donc ça peut se produire si elle va sur l'axe des X dans l'autre sens. Hein, si vous vous souvenez, quand on avait par exemple moins 1 sur l'axe des X, on avait une particule qui se déplaçait vers la gauche. Donc ça, pareil, eh bien, on le limite à moins 10 Vmax. D'accord? Donc si on a par exemple la vitesse en X qui vaut moins 4,5, eh bien on dit que Vx c'est Vmax, donc c'est moins 4. C'est exactement ce qu'on écrit. Bon, mais pareil, je vais dupliquer ça pour ma composante Y. Attention, il faut bien changer le Vx en Vy partout. Voilà. Donc ça, c'est souvent très source d'erreur, ça. Et voilà, donc là, on a limité la vitesse. Donc là, on devrait voir des particules qui se mettent en mouvement. Alors, donc là, vous voyez, on a limité la vitesse et 4, c'est beaucoup trop petit. Vous voyez, donc là, elles sont bien attirées, mais voilà, mais la vitesse est beaucoup trop faible. Donc on va modifier ça, on va mettre au lieu de 4, on va mettre allez, 20. C'est 20 pixels par seconde, je pense. Limité. C'est peut-être un peu trop faible. Donc là, pareil, on pourrait indiquer que cette valeur peut être choisie au hasard entre une valeur minimum et une valeur maximum. Ok, bon, ça c'est pas mal. Alors je module ça, on va essayer d'aller avec 60. Voilà. Donc vous voyez là, il arrive un moment où la particule, en fait, les particules ont une vitesse limite. Hein. Donc on le voyait bien là tout à l'heure quand elles se rapprochaient, elles ne pouvaient pas aller plus vite que, on va dire que leur moteur leur permettait voilà, d'aller en fonction de la force. Donc là, vous voyez, on commence à créer des mouvements qui sont assez intéressants, qui sont assez naturels. Comme si on avait une espèce de champ magnétique, comme ça, avec des particules qui naviguent comme ça et qui essayent vraiment d'atteindre en permanence ce point central. Donc, on a vraiment utilisé que le principe d'accélération de masse et donc la deuxième loi de la mécanique qui nous dit que les forces sont reliées à cette accélération et à cette masse. Donc là, on a vraiment mis en application ce principe que vous avez certainement vu en physique au lycée. Bon, c'est pas mal. Pour l'instant, on va faire mieux. On va faire mieux. On va faire plus interactif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter notre champ d'action de notre force. Et on va aussi utiliser, donc là, un multiplicateur qui va nous permettre d'appliquer des forces d'intensité plus ou moins importantes. Alors, on pourrait jouer sur la masse ici, hein, rendre les particules beaucoup plus légères. Donc ça, d'ailleurs, c'est quelque chose on peut tester, hein, rendre les particules un peu plus légères. On peut mettre ici random 1, entre 1 et 5, et vous voyez qu'elles vont avoir tendance à accélérer plus vite. Donc c'est logique puisqu'elles sont plus légères. D'accord. Mais on va préférer ici moduler ici cette force ici. On va la moduler par un paramètre, d'accord? Donc on va la multiplier voilà, par une constante. Donc par exemple, on va multiplier par 2, d'accord? Multiplier par 2. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on calcule ici cette force-là et puis on multiplie son intensité par 2. Donc là, on devrait avoir des particules vraiment qui sont attirés, mais très très fortement par voilà, par notre souris. Donc on va essayer, tiens, allez, on va essayer avec 5. Ici, voilà. Donc, vous voyez que là, ça a tendance vraiment à intensifier la force et donc du coup à mettre en mouvement plus rapidement, de manière plus véloce. D'accord? Là, on dirait presque voilà, une nuée de particules. Puis vous voyez là, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, ce phénomène-là. Donc on va y aller. Tiens,
Donc, on va se mettre ça, toujours pareil, dans un paramètre, qui pourrait d'ailleurs être un paramètre, global, hein. Bon, on va le mettre là pour l'instant, et on va l'appeler, j'en sais rien, on va l'appeler F, tiens, tout court. D'accord, voilà. On va le mettre à 10, par exemple. Là, au lieu de prendre 5, eh bien, je mets F. Donc, c'est pas forcément très clair. On va l'appeler, tiens, intensité. Ce sera peut-être plus, voilà, peut-être plus clair quand on écrit comme ça. D'accord? Donc, on met intensité ici. Donc là, on peut essayer des valeurs. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, en général, quand j'ai des systèmes comme ça, c'est essayer des valeurs un petit peu extrêmes. Voilà, donc, vous voyez que là, les particules, en fait, elles sont piégées. Pourquoi? Parce que la force, en fait, est très, très intense. Donc, dès qu'elle se rapproche, en fait, et dès qu'elle dépasse, en fait, la force va être d'autant plus intense à les rappeler vers le point de la souris. D'accord? Donc là, c'est marrant parce qu'on a un mouvement linéaire, je pense, qui est lié à la limitation de notre vitesse. Et puis, voilà. Donc, vous voyez que ce paramètre-là, déjà, il est important parce qu'il voilà, il quantifie un petit peu le comportement ou la force appliquée. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, vous allez voir. Donc là, c'est ce on a fabriqué, en fait. Donc, je ne vous ai pas parlé du terme, mais on a fabriqué ce qu'on appelle un attracteur. D'accord? Donc, c'est comme une sorte d'aimant, en fait. C'est une sorte d'objet, en fait, qui attire d'autres objets qui ont une masse en appliquant une force à distance. Donc là, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'inverse, c'est-à-dire on va repousser plutôt les particules. Donc ça, comment on va faire ça? Eh bien, au lieu de prendre ici une force qui attire vers notre particule, eh bien on va repousser en fait. Donc repousser, ça veut dire qu'on va avoir une flèche plutôt dans ce sens. D'accord? Et donc, plutôt que de faire le calcul Maus X moins la position de la particule, on va faire position de la particule moins Maus X. Mais ça, bon, on peut le garder là. Ce qui suffit de faire pour nous, c'est de rajouter un signe moins ici. D'accord? Donc, rajouter un signe moins, vous allez, voilà, faire peur à vos particules, en fait. Donc, vous allez les. Voilà, donc elles se bloquent. Alors, il y a un petit souci, mais voilà. Donc là, il y a un petit souci aux limites. Mais voilà, simplement en ajoutant ici un signe moins. Alors là, elles sont bloquées parce que je ne sais plus pourquoi. D'ailleurs, oui, c'est bizarre qu'elles soient bloquées. Parce que normalement, elles doivent se téléporter de l'autre côté. Et là, on dirait qu'elles oscillent. Ah oui, c'est-à-dire j'essaye de les pousser. Et puis, ouais, bon, c'est bizarre. Pourquoi elles font ça? Donc là, vous voyez simplement en ayant inversé le signe, on pousse nos particules, hein. Bon, ça c'est pas mal. On a à la fois un attracteur et une force qui permet de repousser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, plutôt que de simplement attirer les particules de manière systématique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que lorsque l'utilisateur en fait appuie sur le bouton de la souris, on va définir en fait une zone circulaire autour de la souris. D'accord? Donc on va définir ici une zone dans laquelle on va commencer. Alors je l'ai mal dessiné, pardon. On va définir une zone qui est centrée ici autour de notre souris. Voilà, donc j'essaie de dessiner, voilà, et qui va attirer notre particule. Donc si notre particule est à l'intérieur de ce cercle, on applique notre force. Si elle est à l'extérieur, on laisse la particule en liberté. D'accord? Donc comment on va calculer ça? En fait, on va calculer, on va se donner en fait on va se donner alors, est-ce qu'on se donne un diamètre? On va se donner un rayon ici, d'accord? Donc ça, on va donner un rayon qu'on va appeler grand R.
Et on va calculer, en fait, on va calculer la distance ici, d'accord? La distance à la particule. Donc ça, cette distance à la particule, ben, c'est facile. On a une fonction qui s'appelle dist, d'accord, qui prend 4 paramètres qu'on avait utilisés l'an dernier, et qui prend 4 paramètres, donc les coordonnées du premier point, les coordonnées du second point, et elle va nous retourner donc en pixels la distance ici, d'accord? Et on va simplement dire, ben, si la distance de la particule, donc à la position de la souris, est inférieure à cette valeur, eh bien, on applique la force. Sinon, on n'applique pas la force. D'accord? Donc, ça va être simplement dire si la distance est inférieure à un certain seuil, donc on va symboliser par cette variable R, alors on applique notre force, donc on fait notre apply force, ben, sinon on fait rien. D'accord? Donc on va faire ça et on va revenir là. D'accord? Donc on va se positionner ici. Et donc ici, avant de calculer la force, on va calculer, on va dire, on va appeler ça D, donc distance souris. Et on va dire, donc on utilise cette fonction dist, et allez, on passe les premiers paramètres. Donc les premiers paramètres, on va considérer que c'est la position de notre particule, donc P crochet X, P crochet de Y, d'accord? Donc ça, c'est les coordonnées du premier point. Les coordonnées du second point, eh bien, c'est notre attracteur mouse X, mouse Y. Ok. Donc ça, cette ligne-là, cette variable distance souris, qui est locale hein, à notre fonction draw, et même à notre boucle, eh bien, on va calculer donc la distance. Et on va dire, bon, ben, si la distance, donc si la distance souris est inférieure à une certaine valeur. Donc là, pour l'instant, on va mettre une valeur et puis on la sortira dans la variable. Enfin, on mettra dans une variable inférieure à 100. Alors, donc regardez bien, eh bien, on fait tout ce qu'on a fait là. Donc, on applique notre force. Donc ça, regardez bien ce que paramètre notre if. Donc le if, il englobe les trois lignes. Hein. Donc le calcul de la force, et l'application de cette force. D'accord? Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire si la particule est proche de notre attracteur, donc de notre souris, eh bien, on lui applique une force. D'accord? Sinon, ben, on ne fait rien. On la laisse libre de se mouvoir avec les vitesses et les accélérations qui sont les siennes à ce moment-là. D'accord? Donc, on va essayer ça. Et puis, bah, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner justement cette zone d'attracteur. D'accord? Donc, on va dessiner en réalité, eh bien, un cercle qui est centré de notre souris. Donc, on va se mettre ici et on va se mettre en option no fill. Et on va ici, donc no fill, ça veut dire pas de remplissage. On va faire un stroke rouge, donc 255,00. Le modèle RVB, hein, vous vous souvenez, RVB. Et on va dessiner donc un cercle donc qui est positionné sur la souris. Okay, et donc qui a ici un diamètre donc, qui fait 2 fois le rayon. Donc 2, on va dire, allez, 2 fois ça. Donc là, c'est bien le rayon. Donc c'est bien ça. Ici, c'est bien ça. Par contre, notre cercle, eh bien, on veut, voilà, il faut lui passer 2 fois cette distance. D'accord? Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, ça, si ça fonctionne. D'accord? Yes. Donc là, vous voyez que les particules, en fait, qui sont pas à l'intérieur de mon cercle, ne sont pas du tout influencées. Hop, là, et puis là, je peux les capturer. Ouais, je les capture. D'accord. Et hop, elles aussi. Par contre, hop, là, je les lâche. Donc là, elles sont plus du tout influencées par cet attracteur. Là, et si ça repart, OK, d'accord. Donc là, on a symbolisé
Donc là, le champ, on a créé une espèce de cercle d'attraction. On peut piéger nos particules. D'accord? Donc on peut, alors ce qu'on peut faire, hein, c'est qu'on peut en rajouter, on va essayer, on va pousser un petit peu voilà, les nombres. Hein. Alors, je n'ai pas essayé, je vous avoue. On va essayer, tiens, on va essayer de Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a peut-être un peu trop. Je vais me remettre à 100. Donc ça, ce qu'on va faire, ce qu'on fait d'ailleurs dans tous nos sketchs, hein, c'est qu'on va la valeur lassant qu'on a utilisée ici, eh bien plutôt que de la modifier directement à chaque fois à deux endroits du code, eh bien on va la positionner dans une variable, d'accord? Donc on va l'appeler même, tiens, je l'ai appelé R, mais on va l'appeler R, ouais, j'allais dire R attraction, mais c'est pas vraiment ça. On peut dire R influence, on va l'appeler R influence, comme ça. D'accord? Donc ça, c'est notre rayon d'influence de la force. Donc on va le positionner ici. Donc on va l'appeler let R influence, comme ça, égale 100. Donc ça, c'est bien parce que voilà, on aura juste à modifier les paramètres ici et on s'en occupe plus voilà, dans le code. Donc vous créez cette variable-là et ça, ben, on va l'intégrer donc dans notre système ici. Donc ici et ici. Voilà. Donc ce qui fait que si on le modifie eh bien, une seule fois en haut de notre code, eh bien, ça va se répartir dans la logique. D'ailleurs, ce serait pas mal peut-être de mettre cette variable aussi voilà, en en-tête. Hein. Donc c'est peut-être ce que je vais faire aussi. On va reporter ça, voilà, ici. Donc je vais reporter ça, voilà, ici. Bon. Comme ça nous permet voilà, d'avoir un système ici voilà, où on a déjà, alors j'essaye d'aligner. J'aime bien aligner quand je code comme ça voilà, les valeurs. Donc, ça permet voilà, de bien voir le nom des valeurs et les valeurs associées. Le nom des variables et les valeurs associées. D'accord? Voilà, donc on a ce système. Alors je vais tester hein, si je mets 10, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Donc si, à contrario, si je mets par exemple 200, là ça fonctionne. Ok. Donc l'avantage qu'on a à faire ça aussi, à sortir, c'est à sortir ces variables. Si vous vous souvenez, l'an dernier, on avait fait ça, puis on avait associé en fait à ces variables ce qu'on avait des contrôles. Vous vous souvenez des sliders. Donc là, on pourrait se dire, bah, tiens, on pourrait avoir un slider qui nous permet de régler l'influence, le rayon d'influence de notre force. Donc là, pareil, on peut ici voilà, faire des essais. Donc c'est assez rapide, vous voyez, d'avoir des variables comme ça en en-tête, parce qu'on peut, voilà. Donc là, pareil, hop, je repousse, donc avec le bug qu'on connaît là, sur les... Voilà. Donc là, bah, je repousse mes particules, d'accord? Donc j'ai envie de les pousser plus fort, donc je vais mettre -100. Donc ça fonctionne bien. Là, je vais les attirer avec une force, voilà, d'autant plus forte. Allez, revenez ici. Donc pareil, je pense qu'un des paramètres qui pourrait être important ce serait peut-être cette valeur Vmax là qu'on a limitée à 60. Alors on peut essayer on va voir ce que ça donne voilà, ça donne des systèmes un petit peu plus dynamiques quand on modifie Vmax. D'accord? Donc on va modifier, alors Vmax on va l'augmenter, donc là je l'ai mise à 120 et
On va modifier aussi peut-être. Qu'est-ce que je voulais modifier? Ouais, c'est ça. On va le rendre un peu moins fort, en fait, l'intensité. Donc, on va avoir des particules, voilà, qui vont être peut-être un peu plus libres. Donc, l'intensité de la force, si je le baisse, voilà. Voilà, donc, vous voyez, on a déjà pas mal de paramètres assez intéressants. Alors, toujours pareil avec ce genre de système génératif. Alors moi, j'aime bien essayer toujours le principe de, on regarde un petit peu en fait, on élimine le dessin du fond. Donc on regarde ce qui va produire en fait des traces de mouvement. Voilà. Donc là, évidemment, je dessine le cercle. C'est ce qu'on faisait la semaine dernière, hein. On éliminait comme ça le dessin du fond et puis on regardait le mouvement des particules comme ça. Donc là, on peut éliminer, vous mettez en commentaire background. On va ne pas dessiner, on ne va pas dessiner plutôt le cercle. Et les particules, on va les dessiner avec un alpha, donc avec une opacité. Puis on va regarder voilà, ce que ça donne. Donc je vais aller dans le draw ici. Ah ben, d'ailleurs, j'avais un paramètre opacité. Oui, ça, j'avais rajouté ça hier soir. Je m'en souviens. Donc on peut passer ici dans le sketch, dans le draw, une opacité. Donc, par exemple, on va passer, j'en sais rien, 5. D'accord? Donc là, on va regarder, voilà. Donc là, vous pouvez créer comme ça du mouvement. Donc, vous voyez qu'il est un petit peu différent de la semaine dernière, qui est un peu moins, comment dire, un peu moins franc. Bon, voilà, donc là, je vais peut-être. Voilà, j'essaye, hein, je n'avais pas essayé ça, mais ça peut être intéressant, voilà, d'avoir ce type de graphisme. Et ce qu'on faisait en fait la semaine dernière avec notre champ de vecteurs, eh bien, c'est qu'on modifiait directement la vitesse. On n'avait pas cette notion d'accélération. Et c'est pour ça qu'on avait un mouvement qui était on avait l'impression beaucoup plus véloce. C'est-à-dire que la vitesse se modifie très rapidement, même instantanément, sans passer par l'accélération. Donc vous voyez que l'accélération, en fait, ça rajoute une espèce de retard ou en tout cas d'inertie sur la vitesse. Donc bon, c'est pas mal, c'est pas dingue non plus. Si on en rajoute des particules, donc on va rajouter 1000, on va voir. Ouais, ça fait comme des flux là, j'aime bien. Là, ça peut être pas mal de modifier d'avoir une toute petite influence, voilà, pour créer des zones un peu locales comme ça. Donc sur le principe, voilà. Alors ce qui serait possible de faire, donc ça, j'ai pas exploré, j'avais préparé ça, mais ce qui est possible de faire, ce serait de se dire, on peut créer un système de particules comme ça, où on a plusieurs attracteurs et des zones en fait où les particules sont repoussées. Donc, ça pourrait faire un système comme ça de navigation où à un moment, elles sont attirées, puis si elles dépassent la zone, hop, elles vont être rattirées par un autre attracteur, d'accord? Comme si on avait des aimants. Donc ça, ce serait complètement possible. Alors, on va pouvoir essayer peut-être, hein, je pense. On va appliquer une deuxième force ici. Alors, j'ai pas du tout essayé, donc peut-être qu'on va avoir des surprises. Alors, je vais me remettre en dessin background ici. Voilà. Et je vais remettre le dessin de notre attracteur. Voilà, ici. Je reteste. Donc les particules, là, elles sont en 5. Donc je vais enlever ce paramètre. Et voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait appliquer une force, donc recalculer fx. Et au lieu de prendre mouse X et mouse Y, on pourrait dire, tiens, on définit un attracteur au centre de l'écran, d'accord? Donc, qui est en permanence installé au centre de l'écran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on refait un petit peu le même calcul, donc on réutilise les variables, pas besoin de les redéclarer. On, on refait exactement le même calcul de distance,
Ah oui, mais là, donc non, ça marcherait pas en fait. Ça marcherait pas parce que on est dans le if. Donc là, il faudrait peut-être. Bon, j'essaye. J'essaye rapidement. J'essaye rapidement. Et donc là, je vais me mettre en dehors ici du if. Donc là, voilà. Donc, première force, force en fonction de la souris. Et là, deuxième force, on va placer un attracteur au centre de l'écran. Centre de l'écran. Donc là, on va refaire un petit peu le même calcul. Donc on va dire let f de x égale, donc x divisé par 2. Bon, mais je vais copier-coller ça. Hein. Copier-coller ça, puis je vais remplacer ma particule par, enfin, mouse x et mouse y par x divisé par 2. Donc vous comprenez, là, on va mettre un attracteur au centre de l'écran. Voilà. Donc il y aura en permanence des particules qui vont être attirées au centre de l'écran. X divisé par 2. Okay. Et donc, ben, on va appliquer une force. Alors ici, lui appliquer une force, donc ça, on a le droit. Donc avec fx, fy, et on va là mettre notre paramètre. Donc on va être allé moins les attirer vers le centre de l'écran. On va leur laisser la possibilité de se sortir. Donc là, vous voyez, on applique une force donc, qui dépend de la distance à la souris. Et là, on va appliquer une force qui attire les particules. Alors pareil, je pense qu'il faudrait avoir une règle. Bon, on va essayer ça, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, ben voilà, elles sont attirées. Et voilà, elles sont toutes attirées vers le centre. Bon, vous voyez, donc là, on applique deux forces, mais ça, on a le droit. Voilà, selon le principe, on a le droit d'appliquer deux forces. On pourra en appliquer plusieurs même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir plutôt les particules. Hein, je vous passe le code ici à copier juste après le if distance, si vous voulez l'essayer. Hop. Et bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir en fait toutes les particules on va les distribuer, bah tiens, pourquoi pas, sur l'ensemble de l'écran. Donc, au lieu de les mettre sur une ligne ici, on va voilà, les distribuer. Voilà, paf, elles sont attirées. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de les distribuer sur cette ligne-là, bah, je les distribue. Donc là, vous voyez qu'elles sont toutes attirées par le centre et plus trop par mon petit cercle. Alors, je vais donc modifier ce paramètre ici dans la construction. Et ici, je vais modifier l'intensité. Donc, je vais leur dire que voilà, elles viennent plus favorablement. Voilà, donc là, j'en ai piégé, donc c'est marrant. Hop, j'arrive à en piéger certaines. On va modifier l'influence de mon rayon. Donc hop, je disparais. Et là, on crée des sortes de turbulences. Donc c'est assez intéressant. C'est assez ludique, hein. Une fois qu'on a ces systèmes de particules-là, on peut vraiment jouer avec les forces et comment on applique des forces. Alors, il y a une force qu'on n'a pas appliquée, mais qui est assez intéressante à appliquer, c'est ce qu'on appelle la friction. En fait, c'est une force qu'on peut appliquer et qui va avoir tendance en fait à freiner les particules. Donc là, vous avez vu les particules, euh, elles ont tout le temps de l'énergie, hein, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtent jamais. Une fois qu'on les a mises en mouvement, elles ont une vitesse maximum, elles ont une accélération et elles perdent jamais d'énergie. Donc on pourrait faire en sorte que au bout d'un moment, eh bien, elles perdent de l'énergie. Donc, on pourrait rajouter de la friction et faire en sorte que si on n'applique plus de force, il y a un moment donné où naturellement, en fonction de la vitesse, elles vont freiner. Donc, pensez comme quand vous faites glisser, je ne sais pas, un objet sur une surface, donc il va bouger, puis petit à petit, il va se freiner. Donc ça, c'est une force qui dépend de la vitesse, en fait, qu'on appelle la friction, qui va dépendre de la vitesse. Donc
plus l'objet va vite et plus la force va essayer de freiner cet objet par frottement, en fait. Donc ça, on pourrait le modéliser. Bon, pour l'instant, voilà, on a un système qui est assez sympa. Tiens, on va essayer de les repousser, les particules, pour voir ce qu'elles disent. Voilà. Non, elles veulent revenir. Voilà. Donc là, elles sont attirées vraiment par le centre. Donc là, vous voyez, on peut secouer un peu. Voilà, je les repousse un petit peu et puis elles continuent voilà, de revenir vers le centre. OK? Ça va pour l'instant? Bon, c'est vrai que j'ai tendance, quand j'ai des paramètres comme ça, à m'enflammer ensuite, à faire des modifications un petit peu dans tous les sens. Mais sur le principe, voilà. Donc, ce qu'il faut bien saisir, c'est, voilà, on avait un modèle de particules qui était construit à partir d'une position et d'une vitesse qu'on a utilisé sur les 2 séances précédentes. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait à jour la position en fonction de cette vitesse qui restait linéaire, que ce soit dans le modèle de billes qu'on a utilisé l'an dernier, puis qu'on a revu sur le cours numéro 1. Et la semaine dernière, cette vitesse, en fait, était aussi linéaire, mais elle changeait de direction fréquemment. Donc, ce qui provoquait comme ça des mouvements un petit peu de fluide. Là, on a changé un petit peu de position et on a décidé en fait d'intégrer vraiment le concept physique de masse, donc de donner une propriété de masse à notre objet. C'est ce qu'on a fait ici en rajoutant donc ce membre. Ah ben tiens, c'est marrant, elle forme une sorte de croix. Hop. Et on a rajouté donc ces 4 paramètres, ces quatre variables. Donc, AX, AY va représenter l'accélération de la particule. Donc, l'accélération, encore une fois, c'est la capacité, non, c'est pas vraiment une capacité, mais c'est une quantité, en fait, qui va influer sur la vitesse. Donc, accélération nulle, ça veut dire vitesse constante ou au repos. Et on va utiliser le concept de force. Donc, force qui va nous permettre d'accumuler comme ça, soit des forces d'attraction, soit des forces de répulsion. Et donc, ces forces-là, on va les accumuler là-dedans et on va relier donc, ces forces à l'accélération selon donc, le deuxième principe, la seconde loi de la mécanique de Newton qui nous dit que voilà, les forces sont reliées à l'accélération par la masse d'un objet. D'accord? Voilà. Donc, intuitivement, on a illustré ça sur le fait que voilà, plus un objet est lourd et plus pour le mettre en mouvement, il faut appliquer une force d'autant plus forte. D'accord? Donc ça, on a déjà un système de particules. Donc ça, c'est les systèmes de particules qui sont utilisés, les systèmes de particules que vous avez dans des jeux vidéo pour simuler voilà, des comportements un petit peu naturels. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, mais ce qu'on peut rajouter aussi comme force, c'est qu'on peut rajouter aussi la gravité. Donc, on pourrait rajouter, comme si nos particules, elles étaient attirées vers le centre de l'écran, puis qu'en même temps, elles avaient envie de tomber. Donc, ça, on pourrait le faire. Et c'est ce qu'on va faire, en fait, dans le petit sketch suivant, pardon. On va utiliser, donc là, on va laisser de côté notre modèle de particules et on va utiliser des modèles de particules qui existent déjà en fait dans des librairies externes. Et on va utiliser notamment la librairie Matter.js, donc je vous ai montré tout à l'heure à quoi ça ressemblait. Donc c'est une librairie en fait qui va nous permettre de créer des objets qui ont vraiment une consistance en fait, qui vont avoir une masse, mais qui vont avoir aussi une forme et on va pouvoir les animer et surtout la gérer. Donc, ce qui est relativement compliqué finalement à faire, on va pouvoir gérer tout ce qui est collision. Et semaine prochaine, on verra aussi comment on peut gérer des objets qui sont constitués de plusieurs objets, donc ce qu'on appelle des chaînes. En fait, on va pouvoir dire, voilà, je construis, voilà, typiquement ça. Je construis une espèce de collier que j'attache à, j'en sais rien, à un point de mon canvas. Et puis, je vais lui appliquer la gravité, puis une petite force. Je vais appliquer une force, et puis on va voir ce que ça produit. D'accord? Donc là, aujourd'hui, j'ai simplement prévu de vous montrer un sketch, on va dire, d'initialisation.
Et on va, dans la continuité, créer des particules, en fait. Donc, ce qu'on a fait, mais vous allez voir, qui ont un diamètre et qui vont pouvoir s'entrechoquer les unes avec les autres. Et on va définir des propriétés, justement, qui vont définir le comportement de choc. C'est-à-dire, est-ce que voilà, quand elles se rencontrent, est-ce qu'elles ont tendance à avoir un rebond fort ou est-ce qu'elles ont plutôt une tendance à accumuler le choc de l'énergie? Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir euh, paramétrer à travers donc cette librairie. Vous allez voir, ça complexifie pas du tout ce qu'on a fait. On va utiliser exactement la même structure, donc des tableaux pour gérer des ensembles d'objets. Et là, ce qui va être différent, c'est qu'on va gérer des classes propres à la librairie Matter.js. D'accord, on ne va pas réécrire notre propre objet particule. Tout ça, c'est déjà plus ou moins prêt dans Matter.js. Donc, donc avant de passer à ce sketch, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette introduction sur le concept de force et comment on peut le modéliser à l'intérieur de P5.js? Non, ça va? Non, c'est bon. C'est bon, ouais, vous avez réussi à suivre? Ouais, ok, cool. Donc, ce que vous pouvez faire, hein, je vous encourage, c'est peut-être à essayer de rajouter comme ça, d'appliquer des forces. Alors, j'essaierai d'ici demain de préparer un exemple avec plusieurs attracteurs et plusieurs repousseurs. Et donc, en fait, ce qu'on fait après très souvent, c'est que on va donc si vous regardez les cours de Daniel Schiffman en ligne, ce qu'il fait, c'est que on va créer des classes, en fait, on va créer une classe qui représente en fait un attracteur ou un repousseur. D'accord? Donc ça va permettre après de gérer assez facilement des scènes comme ça où vous allez avoir des particules. J'aime bien les particules qui essayent de rentrer, mais qui ne peuvent pas. Et donc vous allez avoir comme ça, gérer des classes en fait qui permettent de modéliser ces attracteurs et voilà, je ne sais pas si on dit repousseurs, mais bon, je dis comme ça, et ces repousseurs. OK? Donc ça, je vous préparerai peut-être un sketch voilà, qui vous montre comment on peut gérer ça et comment avec une double boucle, on va dire, pour tous mes objets repousseurs ou attracteurs, pour toutes mes particules, j'applique les forces liées à ces objets. Donc ça peut être marrant. Ok, donc je sauvegarde ça. Voilà, donc, vous pouvez vous y référer. Et on va maintenant ouvrir, donc je vais vous passer le sketch qui s'appelle, alors, l'Axis U6, on va, voilà, Matter.js template. Tiens, d'ailleurs, moi, c'est bien que je le duplique aussi, comme ça, je ne vais pas modifier le template si je veux le réutiliser. Vous pouvez aller vous connecter, puis pareil que tout à l'heure, vous dupliquez le sketch voilà, pour pouvoir le sauvegarder sur votre compte. OK? Donc, alors, voilà, donc pas grand-chose dans ce sketch pour l'instant, mais on va rajouter des choses, vous allez voir, que je vais commenter au fur et à mesure. Donc, il y a quelques lignes de code qu'on va rajouter et beaucoup de fonctionnalités, en fait, donc, sont déjà gérées par la librairie Matter.js, donc, qui est disponible ici, hein, donc, qui est intégrée au sketch. Donc, elle est, si vous regardez le HTML, en fait, j'importe donc évidemment P5.js, j'importe Matter.js que j'ai été téléchargé en ligne, je crois, sur le site ici. On va avoir un fichier utils.js, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a des fonctions qui vont faciliter notre travail avec cette librairie. Et enfin, donc, on a notre Sketch.js, donc setup, draw, etc. D'accord? Donc, on va aller rapidement voir dans utils.js et donc je passe ici sur une initialisation un petit peu compliquée voilà. Donc là, on crée des variables en fait qui sont des raccourcis vers des variables à l'intérieur de matter. Donc ça, c'est pour pas écrire tout le temps matter.quelque chose, matter.quelque chose.
Donc ça, c'est une technique en fait qui permet de créer des variables un petit peu raccourcies, voilà, pour pas avoir à réécrire. Et je vous ai créé 4 fonctions qu'on va appeler directement depuis le setup. Et c'est des fonctions, en fait, voilà, un petit peu d'initialisation générale. Donc, on va appeler ici cette première fonction dans le setup qui va créer ici, donc ça, c'est vraiment des objets engine, render, world, bodies, composite. Ça, c'est vraiment des objets qui sont propres à Matter.js. D'accord? Donc, c'est des classes et des objets qui ont été créés à partir de classes dans Matter.js. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font comme opération, hein. Je suis simplement allé voir des exemples et puis j'ai essayé de comprendre. Néanmoins, voilà, pour l'initialisation de Matter.js, on va être obligé d'appeler cette fonction create et on va récupérer ici eh bien, un objet world qui va représenter un petit peu notre monde physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un monde physique? Ben, c'est un monde dans lequel on va pouvoir insérer des objets et c'est un monde dans lequel on va avoir une force gravitationnelle, donc de gravité. C'est-à-dire les objets vont avoir tendance, comme ici sur Terre, à tomber voilà, vers le centre de la Terre. D'accord? Et enfin, on va avoir ici une liste. Alors ça, je ne sais pas si on s'en sert. Non, je crois qu'on ne s'en sert pas d'ailleurs. On ne s'en sert pas du tout, donc je vais pas le commenter. Voilà, on a une fonction qui s'appelle create walls. Alors vous allez voir, on va pas l'appeler au début, mais en fait, elle permet dans notre sketch de créer quatre murs autour de notre canvas. Donc pensez un petit peu à ce qu'on a fait avec les toutes premières particules, où pour nous, nos murs, c'était de tester si la position de la particule dépassait soit la droite ou la gauche, ou le haut, le bas. Là, la logique va être un petit peu différente dans le sens où on va créer vraiment des murs, on va créer des objets en fait qui vont plus bouger et qui vont, par le biais des collisions d'objets, vont faire office de murs, hein. Donc si je reviens sur Matter.js, voilà, on va créer typiquement ce genre d'objets, mais qui vont être hors de l'écran. D'accord? On va les créer vraiment en bordure d'écran. Et ça va faire office vraiment voilà, de mur qu'on avait pour nos billes. Donc ça, on va pas l'appeler au début, puis on va voir ce qui se passe. D'accord? Donc là, j'ai créé une fonction qui s'appelle run simulation. Vous voyez, bon, le contenu de la fonction est ultra simple, dans le sens où, une fois qu'on a créé notre environnement, donc on a initialisé la librairie, on a créé nos murs, etc. Eh bien, on demande en fait à Matter.js de faire la simulation. Donc ça, c'est un petit peu l'équivalent pour nous de notre update de particules. C'est-à-dire que là, il va calculer, donc de manière complètement interne à la librairie, il va calculer pour tous les objets, les accélérations, les vitesses et les positions, en fait. Donc tout ça, nous, on n'a plus du tout à le faire. C'est vraiment la librairie qui le gère. Nous, on va simplement avoir à créer des objets, éventuellement créer des liens entre ces objets. On va peut-être, à un moment donné, appliquer des forces à ces objets, donc pousser les objets, exactement comme on a fait avec les attracteurs. Pourquoi pas attirer des objets à nous. Donc tout ça, nous, on va le faire, vous allez voir, à travers une interface de programmation qui est assez relativement simple à manipuler finalement, mais qui produit des choses assez complexes sur les comportements. Donc pareil, tout ce qui est collision, on n'aura pas du tout à le gérer. Donc ça, c'est géré par la librairie. C'est-à-dire que si plusieurs objets rentrent en collision les uns avec les autres, les calculs de force se font par Matter.js et tout ça, on s'en occupe pas. D'accord? Donc ça, c'est plutôt agréable. Et donc, dernière fonction, c'est une fonction en fait qui va prendre en paramètre une position, x, y, et un rayon, et qui va nous retourner en fait, alors là, on parle plus de particules, mais on parle de rigid body, en fait, de corps rigide. Et là, on va demander en fait tout simplement à Matter.js en fait de nous fabriquer une bille en fait qui aura ici un X, un Y, donc une position de départ, un rayon, donc exactement ce qu'on a fait tout à l'heure
mais nous, on le faisait simplement pour le dessin, et des paramètres. Donc ça, je reviendrai tout à l'heure. Vous allez voir, ces paramètres, ça rejoint ce que je vous ai expliqué sur les frottements et leur capacité voilà, aux billes à se comporter quand elles rentrent en collision avec d'autres objets. OK, bon, ben on va utiliser déjà toutes ces fonctions. Donc, on va dans Sketch.js. Et première opération qu'on va faire, eh bien, on va appeler notre fonction init matter.js. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction que je définis ici. Voilà. Donc, vous pouvez même la copier-coller pour ne pas faire de faute. Donc, toujours pareil, quand on rajoute du code, au fur et à mesure, ben, on va tester, en fait. Alors, j'ai perdu mon canvas. Je vais Donc, vous avez vu aussi que j'ai un tableau ici. Alors, c'est vrai que je l'ai noté comme ça, mais ça, c'est l'équivalent de ce que j'ai créé la semaine dernière. C'est la même écriture. Donc, ça veut dire voilà, qu'on crée un tableau. Et c'est ce tableau, en fait, qui va nous servir, comme pour nos particules, à stocker les objets qu'on va créer, en fait. Donc, ça va nous servir notamment bien à les dessiner. D'accord? Voilà. Donc ça, voilà, quand on a rajouté un petit peu de code, assez vite, on teste et on vérifie qu'on n'a pas d'erreur dans la console. On a notre canvas avec le fond gris qui se dessine. Donc ça, OK, c'est bon. Donc pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la simulation. Donc on va faire Run Simulation. C'est ça. Ouais, c'est ça, Run Simulation. D'accord? Donc Run Simulation. Donc là, initmatter.js, il crée tous les objets en fait dont il a besoin pour faire des simulations. Et run simulation, bien on démarre la simulation. Alors évidemment, pour l'instant, il ne va rien faire vu qu'il n'y a aucun objet, on n'a rien fait pour l'instant. Mais bon, on vérifie que ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va créer non plus des particules, maintenant, je vais dire des rigid body, un anglicisme, rigid body. Et pour cela, on va les créer sur l'événement mousePressed. D'accord? Donc, on va implémenter ici la fonction mousePressed. Donc, vous vous souvenez, ce gestionnaire-là d'événements, le bloc de code qui est ici n'est exécuté que lorsque l'utilisateur appuie sur un des boutons de la souris dans le sketch. Donc là, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer en fait un rigid body. D'accord? On va créer un cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable locale. Donc c'est une variable qui n'existe qu'à l'intérieur de ce gestionnaire, qui ne sera pas disponible après. Et on va l'appeler C. Et on va appeler donc notre fonction makeCircle. Ça, j'ai le droit de l'appeler makeCircle parce que je l'ai défini ici dans utils. Et donc, c'est une fonction qui va prendre trois paramètres. Le X et le Y. Donc, le X et le Y, on va passer mouse X, mouse Y. Ça veut dire que le rigid body, donc ma particule, va être créée sous le pointeur souris. Et puis, on va lui passer, un radius. Donc là, on va jouer avec la fonction random. Donc là, pareil, les dimensions, c'est en pixels. Donc on va dire entre 10 et j'en sais rien, et 30 pixels. D'accord? Donc ça, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, cette fonction, là, makeCircle, derrière, elle va appeler en fait une fonction de matter.js qui va assembler en fait un rigid body de cercle. D'accord? Donc ça, parfait. Donc on va tester pour l'instant ça. Donc a priori, on ne dessine rien pour l'instant. Mais on va juste tester, voilà, qu'en cliquant, on n'a pas de bug. Donc on n'a pas de bug. OK. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter, on va rajouter ici
vous allez voir, on va rajouter donc dans notre liste, ici, donc dans notre tableau, de manière dynamique, on va utiliser la fonction push ici. Un tableau, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est une structure en JavaScript qui permet donc de stocker des objets avec un index qui va de 0 jusqu'à la taille du tableau moins 1. Ce qu'on a fait dans le sketch précédent, c'est qu'on a dit, ben voilà, on veut 100 particules. Donc, on crée notre tableau de 100 particules. On remplit le tableau bien, avec chaque case avec un objet particule. Ce tableau, en fait, on peut très facilement augmenter son volume, sa taille. D'accord. Et ça se fait en appelant la méthode push sur donc, le tableau. Donc ça va rajouter en fait un élément à la fin du tableau. Donc imaginez, on a déjà 100 particules, on fait push de la particule ou du rigid body, ben, notre tableau il passe d'une capacité de 100 à 101 éléments. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter donc notre cercle dans la liste. D'accord. On rajoute dans la liste. Bon, ça c'est pas mal. Donc ça, c'est pour nous. Ça, c'est notre liste qui va nous permettre de dessiner nos cercles. Et il faut qu'on le rajoute maintenant dans Matter.js, de sorte à ce qu'il prenne en compte vraiment ce cercle. Alors c'est vrai que je suis en train de me dire que j'aurais pu le rajouter dans... ouais, c'est vrai. Bon, je vais vous passer la ligne, mais on va le rajouter ici dans le monde en fait qui a été créé par Matter.js. D'accord? Donc, l'écriture est un petit peu spéciale, mais c'est vrai que j'aurais pu le rajouter dans cette fonction en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple. Donc rajouter ça, et puis voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on crée un cercle, enfin on crée un rigid body qui a la forme d'un cercle qu'on positionne au début à la position de la souris. On le rajoute dans notre liste d'objets parce que c'est cette liste d'objets qu'on va vouloir dessiner. On ne va pas vouloir dessiner les murs et puis d'autres informations qui pourraient être liées à Matter.js. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on ajoute ce cercle, enfin ce rigid body C, au monde en fait qui a été créé par Matter.js. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu technique et j'aurais pu complètement le rajouter là. Donc peut-être ce que je ferai pour la semaine prochaine. Ok, donc on va tester ça. Et donc, on dessine toujours rien, mais normalement, si vous cliquez, voilà, dans le simulateur, en fait, ben, il est en train de créer plein de billes qui s'entrechoquent. Et il est en train de les simuler, de calculer les vitesses, les accélérations, les chocs, etc. Mais tout ça, pour nous, pour l'instant, ben, on ne le voit pas, en fait. C'est normal parce que ben, on ne dessine rien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dessiner ces billes. Et pour les dessiner, eh bien, vous avez compris qu'on va utiliser une boucle en fait qui va parcourir notre liste ici de rigid body qu'on a sauvegardé dans notre liste. D'accord. Donc, on va utiliser la même structure, hein, une boucle avec un index ici, et on y va. Donc, on va dire for let i égale 0. Donc, i inférieur, alors là, on va ici, il faudrait qu'on soit capable en fait de savoir combien il y a d'éléments dans notre tableau. Donc ça, eh bien, cet élément-là, on peut le récupérer ici avec cette propriété de l'objet array. D'accord. Donc ça, le fait d'écrire ça, circleBodies.length, il va nous indiquer combien il y a d'éléments dans notre tableau. Donc s'il y en a 0 au début, bah, la boucle ne va pas s'effectuer. Puis dès qu'on aura cliqué en fait sur mouse pressed, on aura ici cette valeur qui vaudra 1. Et donc, eh bien, on aura un seul objet d'index 0. D'accord. Et donc, il ne faut pas oublier d'incrémenter notre index i++ avec, attention, les accolades. Le bloc de code qui est contrôlé par cette structure de répétition. Bon, ben on a ici des rigid body en fait qui sont des cercles, donc on ne va pas s'embêter. On va dessiner ici avec la fonction circle. Donc on va récupérer, alors la petite subtilité, c'est qu'on va récupérer en fait l'objet
donc qui a été créé par Matter.js, hein, donc c'est une classe vraiment spécifique, c'est plus du tout notre particule, et on va récupérer ça dans une variable, d'accord, dans la boucle. Donc on va écrire ça, c'est un peu, voilà, et on récupère donc l'objet d'index numéro i. Donc, pensez, c'est comme si on récupérait notre objet particule tout à l'heure p crochet de i. Là, on récupère notre objet circle bodies crochet de i, hein, qu'on a sauvegardé là. Et donc cet objet-là, il est particulier à Matter.js, encore une fois. Nulle part, nous, on a défini la classe qui correspond à ces objets. Et donc, pour récupérer... Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un bouton, activer les sous-titres. Ah non, ouais, je ne sais pas si ça marche d'ailleurs, les sous-titres. Ça pourrait être pas mal d'essayer. Bon, et donc là, l'objet qu'on récupère, c'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un objet qui est propre à Matter.js, qu'on a créé via cette fonction. Et pour avoir accès à la position, eh bien, on va écrire, c'est cpos.x. D'accord? Là, nous, tout à l'heure, sur notre particule, c'était p crochet de i.x. Donc là, c'est particulier à Matter.js. Donc là, non, pardon, c'est pas pos, c'est position d'ailleurs. Et pareil pour la position y. Donc ça, c'est particulier aux objets de Matter.js. Et on va récupérer aussi eh bien, son diamètre. Donc ça, on va pouvoir récupérer ces cercles radius. Donc ça, encore une fois, propre à la classe qui gère les objets dans Matter.js. Donc comme circle ici, c'est une fonction qui prend le diamètre, eh bien, on va multiplier par 2. Là, on va matérialiser par dessin des objets qui sont gérés par Matter.js. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une bêtise. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. J'ai dû créer un truc qui ne marche pas dans la boucle for i inférieur à circlebodies.length i++. Vous voyez? Non, il ne veut pas. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça fonctionne, vous? J'ai un problème, mais je sais, circlebodies. Qu'est-ce qui se passe là? Circle, donc c'est comme si ma boucle posait problème. Je vais lever pour voir. Souci. Ça marche plus. Sauver. J'ai rien dans la console. J'ai rien dans la console. Ah ben alors là, je sais pas. Ça, on dirait que j'ai mon lecteur qui Moi, bloque. ça Bon, me met je vais que le circle body n'est pas défini. Je sais pas si... Enfin, vous, ça vous met rien dans la console, mais moi, ça me met une ligne rouge qui dit ça. Je sais pas si c'est une Ah erreur de oui, ma alors part ou... oui. Alors, est-ce que tu peux me copier-coller l'adresse de ton code que je regarde juste tu le sauvegardes et puis tu me copies-colles cette adresse-là. Alors moi je comprends pas du tout, il se lance pas et pourtant j'ai aucune erreur. Moi, ça me met pareil, ça me met erreur syntaxe ligne 13. Ligne 13, ouais. Est-ce que vous avez bien cette ligne-là qui est définie? Donc si c'est une erreur de syntaxe, il faut vérifier, donc il y a bien les points-virgules ici. Et vérifier donc la syntaxe de circle body, hein, circle bodies, là, qui doit être là. Attendez, j'essaie de... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, sauvegarder ça et je vais quitter la fenêtre. Je pense qu'il y a un problème avec l'éditeur. Alors, ah, et je vais le recharger. Ah oui, mais est-ce que je l'avais sauvé? Non, je ne l'avais pas sauvé comme un imbécile. Mince, j'avais pas sauvé. Mais si, j'ai sauvé. Si, j'ai sauvé dans le template. Si, si.
J'ai sauvé dans le template. Oui, voilà. J'ai sauvé dans le template. Ah, ben voilà. Bah, je sais pas, ça a bloqué. Bon, pas de problème. Et donc là, normalement, voilà, bah, vous avez, voilà. Donc je vous passe, hein, si vous voulez regarder, copier-coller. Donc voilà ce qui se passe. Donc là, on crée des particules, bah, vous voyez, qui tombent en fait, et parfois vous voyez qu'elles arrivent à, voilà, parfois quand je les crée très vite, elles s'entrechoquent en fait. Donc ça, c'est pas mal. Tu m'as passé ton code? Oui, Colline. Oui, Ah, mais en fait, c'était une erreur juste bête. J'ai mis un S en trop. Enfin, c'était pas du tout la ouais. bonne. Ah d'accord. Ok, c'était pas la même erreur quoi. Enfin moi, c'était le navigateur, je pense, qui était un peu dans les choux là. Et voilà, donc là, vous voyez que on crée des particules, hein, et bah, le fait de les avoir ajoutées à notre système Matter.js, on soupçonne les collisions de se produire. D'accord? Bon, ben on va vraiment s'en donner, enfin, on va vraiment voir le système de collision. Et avant de démarrer la simulation, on va faire un create walls. D'accord? Donc ça, pareil, create walls, c'est une fonction qui est positionnée dans utils.js et qui permet de créer 4 rectangles en fait qui vont être des rigid body. Donc là, on va encadrer vraiment notre sketch avec 4 murs. Et puis là, ben voilà, on va constater. Voilà. Donc là, on a un système de particules maintenant qui permet de gérer les collisions. D'accord? Donc là, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez créer des billes là, ici, au milieu, et puis il va faire en sorte de pousser les autres, qui vont pousser les autres pour leur trouver de la place. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a un petit peu d'instabilité là. Donc là, voilà, ce que fait la librairie, c'est vraiment de calculer toutes les forces qui sont en jeu. Donc à la fois la force de gravité qui essaye de pousser les billes vers le sol, mais qui sont bloquées par le mur. Donc là, il va y avoir une force de réaction qui va les maintenir en équilibre. Et puis, il va y avoir toutes les forces d'interaction, de contact entre les billes. Voilà, donc les billes qui vont essayer de se pousser, de trouver leur place. Alors, parmi les paramètres, oui, et pour terminer cette session, si vous revenez, donc je vais arrêter ça, si vous revenez dans Utils, ici, et à la ligne 41, en fait, vous voyez que quand on construit notre rigid body de cercle, on lui passe en fait ces 2 paramètres-là. Donc ces 2 paramètres, restitution, en fait, ça va être un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et c'est un nombre qui va indiquer justement comment une bille va rebondir avec une autre. Donc à 1, en fait, elle va rebondir de manière très élastique. Et si vous mettez 0, ben en fait, le choc va être très lourd. C'est-à-dire que la bille va tomber, puis pof, elle va pas rebondir. Donc, voilà, vous pouvez jouer sur ça. On va essayer ça. Voilà, par exemple, tac. Et vous voyez que, voilà, paf, on a l'impression qu'elle se colle. Alors que si je mets le paramètre à 1, ben vous allez voir, voilà, hein, il y a un peu plus voilà, de rebond. D'accord? Donc, la restitution, c'est vraiment la capacité à ces corps d'avoir un choc comme ça élastique. D'accord? Donc, elles absorbent pas l'énergie du choc, mais elles la restituent dans le mouvement du choc. Donc, ça peut être assez intéressant d'avoir ça. Et la friction, en fait, c'est un paramètre qui va indiquer comment, quand 2 billes sont en contact, comment elles vont glisser l'une par rapport à l'autre. Donc, pareil, quand la friction vaut 0, ben, imaginez, vous avez je sais pas, une bille qui est très, très glissante. Donc, les choses vont avoir tendance à glisser. Et par contre, friction 1, ben, ça veut dire que voilà, c'est très râpeux, quoi. Une surface très râpeuse voilà, et ben, qui va générer des forces de contact. Voilà, donc là, on peut essayer 1 à la fois des billes qui rebondissent et puis ouais, alors je sais pas si c'est très visible. Voilà, donc là on voit qu'elle a elle a du mal à glisser. D'ailleurs, des petites erreurs de calcul là, c'est marrant. Et si on met friction à 0, bah là c'est voilà, ça glisse. Ça glisse, bon là et ça rebondit. Voilà.
Donc ça, ça peut faire partie des paramètres à expérimenter. D'accord? Voilà, donc là, c'est peut-être un peu trop et ça provoque, là, vous voyez, ces tremblotements. Donc je pense qu'une bonne valeur, c'était une valeur qui avait médiane tout à l'heure, 0,6. Et friction, ça permet, je pense, de stabiliser un petit peu le système par les frottements. D'accord? Donc on va mettre, j'en sais rien, 0,3. Donc ça va permettre de stabiliser, vous voyez, le système. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la friction, ça joue plutôt sur voilà, sur la vitesse. C'est une force qui va essayer en fait de freiner l'objet, en fait, quoi, de le mettre dans une position d'équilibre. Voilà, donc pour cette petite introduction à Matter.js, donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va explorer un petit peu cette librairie. Donc on va apprendre notamment à créer d'autres objets. Donc évidemment, les cercles, c'est les plus simples. On va pouvoir créer des boîtes. Donc on va voir comment on peut créer aussi ce qu'on appelle des chaînes d'objets. C'est-à-dire on va pouvoir dire, tiens, je vais attacher un cercle à un rectangle par un élastique, et puis je vais lâcher ça un peu dans le monde. Donc je vous ferai un petit exemple aussi. On va utiliser la librairie P5 Speech. Et on fera un petit exemple simple, assez fun, où au fur et à mesure qu'on parle, en fait, les mots, on va les mettre dans des bulles, et puis ces bulles, en fait, elles vont tomber, voilà, sur le sketch. Donc il y aura un petit côté interactif assez fun. Et puis voilà, on va explorer cette librairie au cours de la séance prochaine. Voilà. Écoutez, je vous libère. Je mets en lien la vidéo sur le GitHub. Je vous enverrai un mail. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions par email. Et puis voilà, donc la prochaine séance, on va explorer ça. On va rajouter une dimension interactive par détection de la voix et intégration de ça dans P5.js. Donc, vous allez voir, on va utiliser une librairie. Donc, toujours pareil avec son interface de programmation. On aura un gestionnaire d'événements qui va nous permettre de récupérer en fait les mots qui ont été prononcés. Donc, ça marche assez bien. J'ai utilisé ça avec les masters au semestre précédent. J'étais assez étonné, ça marche vraiment super bien. Et puis voilà, donc on va explorer ça. OK? Donc, je vous laisse et je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne semaine. Donc là, pour la semaine prochaine, essayez de revoir un petit peu voilà, ce qu'on a fait, notamment ces notions de tableau qui sont vraiment centrales là, dans les manipulations de sketch qu'on va faire maintenant. On va manipuler beaucoup d'objets maintenant et donc on va les mettre dans des tableaux tout le temps. Et voilà, n'hésitez pas à regarder des exemples sur Matter.js. Je ne vous ai pas montré, mais il y en a, il y a beaucoup d'exemples en fait. Donc, je sais plus, vous allez dans démo ici, voilà, puis vous pouvez sélectionner ici voilà, des sketchs et vous pouvez modifier pas mal de paramètres avec l'interface. Donc ça, on verra ça aussi, comment on peut choper un objet et le manipuler. D'accord. Je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Voilà, Merci à vous aussi. À la Merci, semaine vous aussi. prochaine. Bonne Au journée. Au revoir. Au revoir, revoir. à la semaine prochaine. Au revoir.